Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval Et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, l'épisode de podcast, on parle de relations publiques avec Marilyn. Donc, c'était vraiment pertinent, comme d'habitude. Donc, vous allez voir un petit peu, on parle de, en général, comment partir quand on fait des relations publiques. Donc, comment ça fonctionne, le procédé pour en faire. On parle aussi comment calculer le retour sur investissement. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Je viens de fermer mes emails. Là. J'ai des demandes de soumission. Tu sais, c'est le dernier stretch avant Noël, là. Ouais. Puis là, le monde, c'est tout le temps ça qui arrive. Je sais pas, vous autres, là, en novembre, décembre, là, c'est une bonne période pour faire des affaires, curieusement. Parce que les gens veulent dépenser. Certains ont des budgets marketing qu'ils doivent dépenser avant la fin de l'année. Ouais. Mais tu le ressens aussi en RP? Ah oui, clairement. Ça fait quelques années que je l'ai remarqué, le COVID, pas COVID, qu'effectivement, en fin d'année comme ça, il y a des mandats que tu n'aurais pas cru venir, puis tout d'un coup qui pop. Ça ressemble à quoi le genre de mandat que tu as en RP pour Noël? Parce que moi, dans ma tête, la période des fêtes, c'est vraiment une période sur le retail. Ouais. Et donc là, c'est axé sur, mettons, plus la pub dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux dire que moi, je suis axée sur la pub? Non, que dans ma tête, les campagnes, tout le budget marketing va aller vers la pub et peut-être Vers la moins. conversion. C'est pour ça que je suis curieux de savoir. À alimentation, beaucoup. Donc, on a par exemple une microbrasserie, les brasseurs de Montebello. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va envoyer des paniers de produits à des médias, des influenceurs parce qu'ils vendent leurs paniers de produits? Oui, effectivement, le type de mandat qu'on va faire, ça va être des relations de presse, mais plus style marketing pour Noël. Donc, d'envoyer des produits de consommation qui peuvent être des cadeaux ou des produits à manger pendant la période des fêtes, bien, on va l'envoyer à des médias pour tester afin qu'ils en parlent dans leurs recommandations. Vous savez, les journalistes font souvent des listes d'idées cadeaux pour la période des fêtes dans les médias, des listes de repas de Noël, bien sûr, etc. Donc, on a beaucoup de clients en alimentation ici et aussi une microbrasserie, comme je le disais, les brasseurs de Montebello. Donc, ça va être surtout ça. J'ai des produits aussi carrément de retail. J'ai des produits actuellement, je viens de signer un client, une start-up, dans les produits de nettoyage très éthiques, très écologiques. On va lancer ça avant les fêtes. Pourquoi pas? Hein? On reçoit plein de monde. Ouais. On va être encore dans la désinfection pas mal à cause de la COVID. Fait que je pense que ça se prête bien pour faire des relations de presse là-dessus. Et aussi restaurant, hôtel. C'est le temps. On a un spa, le spa scandinave dans le Vieux-Montréal. Donc, tout et évidemment notre grand client Oasis Immersion, l'exposition immersive au Palais des Congrès. Donc, tout ça, ça va être fait pour la période des fêtes. Fait que oui, on a un bon bassin de clients qui sont des suggestions, idées, cadeaux sortis pour les fêtes. Puis, il y a aussi les gens qui, en fin d'année, commencent à planifier, évidemment, l'année qui s'en vient. Donc, j'ai des clients qui nous approchent déjà en vue de faire une planification stratégique pour l'année 2022. Mettons, niveau... Là, tu parlais justement des types de clients, tout ça. Mais niveau, comment ça fonctionne? C'est les entreprises, en fait, là, j'ai comme plein de questions qui se chamboulent en même temps. Là, fait que je vais commencer par une en premier. Mettons, quand faut que l'entreprise soit rendue, mettons, à quel stade, selon toi, dépendamment de cette entreprise, pour commencer à faire des relations publiques? Parce que, tu sais, il y a certains de nos clients que je pourrais figurer qui seraient rendus à cet stade-là, mais peut-être qu'eux, ils pensent pas qu'ils sont rendus là. Donc, je me demande si c'est à quelle étape, par exemple. C'est une excellente question. Et chez Marel aussi, on a beaucoup de startups qui nous approchent. Donc, c'est souvent des discussions que j'ai avec mes clients. Je vais te donner un exemple. Tu sais, pour moi, la première chose que je vais voir quand tu as un nouveau client qui n'a pas de notoriété, donc qui est vraiment en démarrage ou presque, m'appelle, je vais voir tout ce qui s'appelle ses outils de communication. Donc, son site web est-il fait, ses réseaux sociaux, etc., etc. Je pense qu'il faut mettre cette base-là avant d'aller faire des relations de presse. Moi, c'est ma recommandation. Je dis tout le temps, un peu pour faire une image, tu as un beau gâteau, là, bien, les relations de presse, ça va être le glaçage sur le gâteau.
Là, je parle dans une optique de relation de presse où on veut faire du marketing, OK? Pas dans gestion de crise, ça, c'est une autre approche complètement, on se comprend. Donc, tu as un produit à vendre, mais si ta base n'est pas bonne là, de ton gâteau, tu as beau avoir le plus beau déglaçage, ça ne pognera pas, OK? Fait que moi, c'est sûr que si j'envoie un produit de consommation, si je convainc un journaliste de parler dans le cahier Inspiration samedi de tes produits ou de t'envoyer Salut Bonjour, et que les gens font wow, tu vas sur le site web, ça bug, c'est pas beau, c'est pas bien référencé parce que les gens vont te retrouver à la 6e page de Google, ben, ça te donnera rien. Fait que règle ça, investis dans un site web minimalement bon. Je sais que les sites web, c'est très cher, mais première des choses, dans un beau branding, etc. Ouvre tes médias sociaux. Hein, tu as besoin d'un Instagram, d'un Facebook, d'un LinkedIn, puis peut-être d'un TikTok. Puis après, on enverra le communiqué de presse. T'as vraiment besoin d'une plateforme. Tu peux pas les envoyer nulle part. T'as bien beau parler de toi. Avant, c'était un magasin. Là, presque beaucoup de choses se passent en ligne. Faut que tu aies un ou l'autre. Faut que tu aies un endroit où envoyer ces gens-là Ouais. une fois qu'ils vont entendre parler de ton produit ou whatever. Tu sais. Ouais. Si c'est en alimentation, j'imagine aussi que c'est le fun d'avoir un site web. Je pense que c'est vraiment super pertinent. Mais au moins que tu sois en magasin, que tu puisses te faire acheter en magasin, tu sais, ou peu importe. Mais au moins que tu aies un endroit où envoyer ou envoyer le trafic, même que ça soit d'une pub ou un communiqué de presse, ou peu importe. T'as raison que c'est la base. Tu as bien dit. Surtout quand on fait des relations de presse marketing, donc dans le but de générer des Ouais, ventes. ouais. Ben, ils en entendent parler. Exemple, tu es dans ton auto, dans le trafic, tu en entends parler à, je ne sais pas, au 98.5. Hey, super bonne bière, je vous la recommande pour le week-end. Si tu n'as pas de point, puis souvent les médias vont republier eux-mêmes leurs entrevues sur leur site web. Fait que là, tu sens, hey, ils ont entendu. OK, je retourne voir au 98.5. C'était ça le nom de la bière. Et là, je vais sur le site web voir c'est quoi ces points de vente, par exemple. Est-ce qu'ils en vendent dans la grande région de Montréal? Ah oui, ils en vendent dans les IGA. OK, parfait. T'sais. Fait que, effectivement, il faut vraiment que ça suit, hein? C'est ensemble, c'est de la communication intégrée, 360, des relations de presse en font partie, mais ça ne peut pas être pris indépendamment du reste. Ouais. Et comment tu calcules, mettons, le retour sur investissement? Ah, Parce que ça doit être, ça doit te le faire demander souvent, mais par exemple, ça nous arrive de faire des campagnes de notoriété avec du Facebook Ads. C'est vraiment pas la même chose que des relations publiques, mais ça reste que relations de presse, mais ça reste que quand même, faut que le client soit à l'affût de comme en magasin, c'est quoi mes ventes, ont-ils augmenté, tout ça, quand on fait des campagnes vraiment de notoriété pour emmener les gens dans un magasin, par exemple. Fait que de ouais. votre côté, ça va être aussi un challenge de vraiment voir exactement le retour sur investissement de ce que vous avez fait comme action. Exactement, parce que des relations de presse, c'est d'abord et avant tout de l'influence qu'on fait, tu sais. C'est-à-dire qu'on va mettre à jour que ce produit-là existe, qu'il est disponible. C'est pas comme de la publicité où là, tu es sûr parce que tu as acheté des pubs à TVA, tu as acheté des pubs dans le Journal de Montréal, tu as acheté des pubs ici et là. C'est toi qui contrôles ton message dans la publicité. Quand tu fais des relations de presse, tu ne contrôles pas ton message. Ça ne veut pas dire que les gens vont aimer ça. Ça ne veut pas dire que les médias vont en parler. Ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver ça innovant. Donc, c'est toujours un peu un risque. Toi, en tant que relationniste, ton rôle aussi, c'est de dire les vraies choses aux clients. De dire, écoutez, vous avez un beau produit, mais ça ne sera pas dans les nouvelles. Ou ça va peut-être être dans les nouvelles, mais l'impact ne sera pas important sur vos ventes. OK? Donc, c'est l'expérience là, qui parle. Il n'y a pas de données scientifiques à travers ça. C'est vraiment l'expérience. Puis la recherche aussi. Une des premières étapes, là, si on commence une campagne de relations de presse, quand il y a un nouveau client qui nous appelle, c'est toujours l'étape de la recherche. Qu'est-ce qui a été dit sur ce produit? Qu'est-ce qui a été dit sur l'entreprise? Qu'est-ce qui a été dit sur les compétiteurs? Ça, c'est la première des choses. Pour répondre à ta question, Maude, le retour sur investissement, évidemment, ça se calcule. On a des outils pour aller voir le nombre de vues sur les publications, le nombre de lecteurs et d'impressions sur les journaux, les médias traditionnels, les codes d'écoute télé-radio. Ceci étant dit, tu peux avoir passé à Salut Bonjour, puis que ça a eu un minime impact sur tes ventes. C'est très variable. Moi, j'ai des clients qui ont été à Salut Bonjour et que 2 heures après, leur site web était buggé tellement qu'il y avait de commandes. Il y en a qui ont été dans le Québec ou plein d'autres médias, puis ça a fait vraiment un impact. Ce qu'ils me disaient souvent, c'est que l'impact est assez momentané, contrairement de la pub, parce que de la pub, ça va être sur une longue période. Donc, exemple, le samedi, tu lis ta presse, tu vois un produit de consommation ou tu vois une bouteille de vin recommandée par le sommelier de la presse. Tu travailles sa cul, là, 2 heures après, cette petite colonne-là est vide. On le sait tout de suite que ça, c'est parce que ça a été recommandé ce matin dans un journal ou dans un média. Mais c'est assez
Tu sais, c'est très rapide, c'est très efficace, mais c'est assez momentané. 3 semaines après, l'article, là, il n'est plus là, hein, il n'existe plus. Donc, c'est pour ça que je recommande souvent aux clients de partager sur leurs médias sociaux leurs retombées puis des booster pour que les retombées vivent dans le temps, tu sais, que ça ne soit pas juste 24 heures, parce qu'on sait que l'actualité, ça passe super vite. Puis aussi, de rester top of mind. Donc, tu envoies un communiqué de presse, exemple, parce que des produits pour la période des fêtes, mais on peut en renvoyer un autre après, faire une autre campagne, pour exemple, la Saint-Valentin, bon, des moments clés de l'année, etc. Tu n'envoies pas juste un communiqué dans ton année puis tu penses que ça va faire la job, là. C'est être constamment présent puis rappeler aux médias que tu existes puis que tu es là. Alors, j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à justement le faire vivre dans le temps, parce que je l'ai pas assez phrasé pour que ça sorte bien, cette idée-là que je vais sortir, mais de plus en plus, je parle à mes clients comme étant, vous devriez devenir une compagnie média en soi, de faire du contenu vous-même, puis de devenir, tu sais, de faire du contenu vous-même pour vous faire connaître, vous faire aimer, tout ça, puis en donner du bon trafic vers ce que vous voulez, par exemple, que ça soit, je sais pas, une compagnie pour produits pour enfants, mais faites aider la maman dans son processus, puis comme ça, vous allez vendre des produits après ça, tu sais, vous allez vous faire aimer en tant que brand, puis vous bâtissez votre marque pour après, puis on va pousser ce contenu-là. Mais autant avec les articles que toi, quand c'est un article dans la presse, quand c'est un article qui a beaucoup de poids, mais justement, prenons ces trucs-là, puis c'est pas grave, là, si ça vit 2 mois plus tard, là, les gens qui l'ont pas vu, ils l'ont pas vu, puis les gens qui l'ont vu, ils vont juste le garder justement top of mind, puis c'est pas une impression c'est pas une impression facile, pas une impression qui a vide, si je veux. C'est pas juste une impression de quelqu'un qui vous connaît pas, qui vous voit. Il associe tout le produit à Salut Bonjour, à TVA, tout ça, puis donc ça crée vraiment votre réputation. C'est fort, ça parle de vous, les gens vont vous faire automatiquement confiance inconsciemment en se Exact. disant ah ben il est passé à Salut Bonjour, c'est un produit que le monde connaît, qui est accepté, tout ça, qu'on y accorde déjà confiance en ce produit-là, juste parce Ouais. qu'on l'a vu sur un médium de masse. Tu as totalement raison, Jean-Michel. En fait, les relations de presse, ce qui est différent de la pub, c'est la crédibilité que ça apporte aux Exact. produits et aux entrepreneurs derrière. C'est que ça a reçu un saut de notification, Et un c'est saut très fort, hein. d'affirmation, ouais, voilà, d'un journaliste ou d'un média crédible. Alors que tout le monde le sait, toute la population sait que de la pub, c'est acheté, tout ça. Donc, bon, pas besoin d'une approbation. Mais dans le cas échéant, effectivement, c'est le fun de savoir que la journaliste, exemple beauté du L Québec ou du Châtelaine, a dit, moi, j'ai testé ce produit-là, puis je trouve que c'est un bon produit. Tu sais, versus regarder une pub qu'on sait que Châtelaine c'est-à-dire que L'Oréal, exemple, a investi des millions de dollars, là, tu sais. C'est du méga social proof. C'est du influencer marketing, mais sur un autre niveau, plus haut, là. Exactement. Exactement. Puis sans aucune garantie. Je pense que Ah, c'est là exact. le niveau de difficulté des relations de presse. C'est que tu peux pas dire au client, oui, tu vas être sur le cover page de la presse ou du Journal de Montréal. Regarde, c'est comme, évidemment, encore une fois, c'est l'expérience qui parle, puis bon, tu sais, des preuves là, que certains produits fonctionnent plus que d'autres, puis certaines nouvelles, puis certains angles, mais tout dépend de l'actualité. Tu sais, là, on vient de passer un automne électoral, puis en plus la COVID qui est encore là. Donc, c'est sûr et certain qu'il y avait certains sujets, je disais à mes clients, soyez patients, ça va prendre plus de temps, il y a trop d'affaires dans l'actualité, c'est un peu intemporel votre sujet, on va revenir dans 2 semaines. Puis souvent, ça avait du bon, ça, de leur dire ça. Tu sais, donc, d'être patient en relation publique, ça serait aussi un conseil que je donnerais aux clients, en fait, que je donne régulièrement. Si on part de là, on parle, c'est bien beau être à TVA, mais avant d'être à TVA, il y a comme un chemin puis un travail que tu fais de A pour te rendre à Z. Mhm, Donc, comment ça mhm. fonctionne un petit peu? Parce que justement, il y a le fait que tu peux pas dire, bon, je fais une campagne puis c'est tout. Il doit y Non, avoir la façon que tu idéal. montes tes services un peu. Mettons, là, je te pose une question en tant qu'entrepreneur en plus. Là. Ben, en fait, c'est mieux de ne pas faire une campagne une fois. Ça dépend vraiment, évidemment, des clients, hein. Il y en a que c'est vraiment une campagne, puis ça se termine là, ou après ça, on fait d'autres choses. Mais en fait, tu sais, ça varie. Si l'entreprise a déjà une notoriété, évidemment, c'est plus facile. Je vais vous dire quelque chose, là, c'est très drôle notre métier parce que plus que l'entreprise a de notoriété, plus que c'est des plus gros contrats qu'ils nous donnent, puis plus que c'est facile pour nous, bien souvent, d'appeler les médias puis de faire entendre parler ce client-là ou cette organisation-là.
Les plus difficiles, c'est ceux qui partent de rien, OK? Ils sont pas connus, leur produit n'est pas connu. C'est des entrepreneurs qui n'ont jamais été mentionnés dans les médias. Puis vous savez que les journalistes reçoivent des centaines de courriels par jour. Fait que t'es qui toi? Puis comment ça tu vas avoir un article dans les journaux? Puis comment on va faire pour te démarquer? Fait que la première des choses, c'est la préparation, je le disais tantôt. Après, évidemment, avoir fait un bon briefing avec le client. Donc, la préparation. Qu'est-ce qui a été dit sur l'entreprise s'il y a lieu ou sur ce type de produit, sur ses compétiteurs potentiels? Quel journaliste a déjà écrit sur ce sujet ou un sujet similaire? Donc, première chose. Après ça, on va bâtir le message, le dossier de presse. Donc, on écrit le communiqué de presse, les messages clés. Pour vraiment, il faut aller au-delà du produit. Il faut dire en quoi le produit va être significatif dans la vie des gens. C'est comme ça qu'on fait une différence. Pas juste parce que, tu sais, de l'alimentation, je vous disais tantôt, des bières, des aliments, des marchés, des hôtels, des restaurants, il y en a énormément. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que celui-là va retenir l'attention? Alors, c'est tout un travail de brainstorm, de regarder le marché, ce que les gens veulent aussi, regarder comment les journalistes écrivent, quelles sont les tendances actuelles, puis de se coller à ça, OK? Donc, ça, c'est super important. Après ça, il y a toute la liste de presse. Donc, à qui on envoie ça? Est-ce qu'on va viser plus des médias d'affaires publiques, par exemple, des médias qui parlent d'environnement, pardon, de science? Est-ce que ça va être des médias qui vont parler de lifestyle? Donc, à qui on envoie ça? Est-ce qu'on envoie ça juste à des médias traditionnels? J'entends ici par médias traditionnels les journaux, la presse, Le Devoir, le Journal de Montréal, etc. La radio, Radio-Canada, 98.5, c'est quoi? Rouge. Ou on envoie ça à des médias non traditionnels. Donc, évidemment, ce qu'on appelle le merveilleux monde des influenceurs et aussi les blogueurs. Donc, peut-être un mix des deux, idéalement. Ça serait ça l'idéal. Après quoi, s'il y a des produits de consommation, si vous êtes dans une entreprise où il y a des produits de consommation, une de mes recommandations, ça va être d'envoyer des produits de consommation, de faire ce qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, du shipping. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est sûr que plus que le journaliste peut tester ton produit, exemple un shampoing pour les cheveux, une bouteille de vin, un ci, un ça, bien, plus qu'il risque d'en parler. Donc, c'est un investissement parce que ça veut dire envoyer peut-être une trentaine de produits à des journalistes, faire la livraison, tout ça, il y a des frais. Alors, si on n'est pas prêt en tant que PME à investir quelques milliers de dollars pour démarrer ou faire une campagne de relations de presse en démarrage d'entreprise, je pense qu'on manque des opportunités, d'accord? Puis souvent, les petites entreprises en démarrage vont avoir peur parce qu'ils disent « J'ai beau envoyer 30 produits, tu ne me garantis même pas de retombée. » Je suis obligée de leur dire « Non, je ne te garantis pas de retombée. Mais si tu n'envoies rien, je te garantis. Là, je te garantis que tu n'en auras aucune, puis vrai. » Tu sais? Fait que ça vaut la peine d'essayer. Donc voilà, on envoie des produits et après, nous, notre travail, c'est de faire des relances, des relances, des relances, des relances. Fait que c'est là où le plus gros du travail, je vous dirais, commence. 50%, c'est la préparation, hein? Les listes de presse, les recherches, la rédaction des messages clés, du communiqué de presse. Puis l'autre 50% et peut-être même plus, là, je sais que je fais mal des calculs quand je vous dis ça, c'est vraiment de rappeler tous les médias. As-tu reçu le produit? Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, j'aimerais que tu l'essayes encore. Puis écoute, je pourrais même te faire une entrevue si tu veux avec, par exemple, la propriétaire ou le propriétaire, etc. Donc, certains diraient, mais moi, je peux le faire. Moi, je peux le faire en tant que PME. Bien, d'abord, il faut avoir accès à ces listes-là. Il faut avoir accès à leur courriel. C'est sûr que plus que tu es connu en tant qu'organisation, en tant qu'agence de relations publiques, plus qu'ils vont ouvrir le courriel aussi parce qu'ils connaissent la crédibilité des produits que tu leur envoies. Par contre, j'ai déjà recommandé, tu sais, tout récemment, à une très petite start-up qui venait de développer une application très intéressante pour le marché du travail et ils avaient très, très peu de sous. Je leur ai dit, écoute, tu veux ce journaliste-là, il voulait un journaliste en particulier. J'ai dit, moi, je trouve que tu as un produit extraordinaire, appelle-le donc toi-même. Voilà, j'aurais pu signer un contrat à des millions de dollars. Ah, pas des millions, là, je ne suis pas là-dedans, mais des milliers de dollars. J'ai dit, appelle-le donc toi-même. Puis, 3 semaines après, il était dans les journaux. Hein, et il avait son article. Donc, j'étais bien contente pour lui. Mais, donc, moi, je ferais
de beaucoup, beaucoup de transparence avec les clients aussi et je leur dis les vraies affaires, mais le taux de réussite est quand même très élevé. C'est juste qu'il faut faire attention aux pièges. Donc, oui, revenir avec d'autres opérations de presse dans ton année parce qu'un one-shot deal, c'est pas assez. Puis aussi, marier ça à d'autres moyens de communication, puis peut-être une campagne AdWords, peut-être une campagne des boosts sur les médias sociaux, etc. Tu sais, je sais qu'une PME a sans doute pas assez d'argent pour s'acheter des billboards sur l'autoroute, puis des pubs à TVA. C'est bien correct comme ça. Mais juste des articles de presse, c'est peut-être pas suffisant sur le moyen et long terme. Donc, il faut marier ça avec d'autres moyens, d'autres outils de communication, puis d'autres outils promotionnels, je vous dirais. Maintenant, si c'est un lieu, vous avez un nouveau resto, vous avez un hôtel, vous avez un spa, ben c'est d'envoyer les médias dans ces lieux-là, qu'ils en profitent, qu'ils dégustent le menu, qu'ils vivent l'expérience spa, qu'ils vivent l'expérience, exemple, des soins de beauté, tout ça. Et c'est comme ça qu'on va les convaincre de parler sur vous. Donc, dans l'aspect qui s'appelle consommation, il faut idéalement qu'ils testent. On parle beaucoup de bonnes pratiques de RP là, que tu viens de mentionner. Je pense que tu connais ton affaire 100%, Marilyn. Mais mettons que moi, je l'essaie de le faire pour moi. Clairement, ça fonctionnera probablement moins, même si j'utilise toutes tes bonnes pratiques. À quel point il y a l'aspect réputation, justement, de ton nom qui est dans l'industrie, de ton nom d'entreprise qui est dans l'industrie. C'est quoi le poids que ça a? Tu l'as mentionné un petit peu tantôt, mais Je l'ai donne-moi ça perdu, plus. Jean-Michel. On t'entend plus, Jean-Michel. Non, c'est pas revenu. Allô? Je te laisse répondre à la question, Marlène, puis il va réussir à peut-être se reconnecter. Ben, pas se reconnecter, mais on va peut-être revenir d'ici là. Ben, c'est comme chose, hein, surtout les entreprises de services, tu sais. Le choix de ne pas appeler mon entreprise par mon nom parce que, donc, c'est Marelle Communication. C'est un jeu de mots, Marilyn Lévesque, mon nom. Puis c'est aussi, je trouvais ça rigolo, je trouvais ça amusant. Je voulais que ça soit vraiment indépendant de moi. Puis pour mes employés aussi, je voulais qu'ils sentent qu'ils travaillent pour une organisation. Donc, c'est sûr qu'on forge notre crédibilité. Marielle Communication a 3 ans d'ancienneté sur le marché. Moi, personnellement, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le milieu. Donc, c'est un beau mix des deux. Donc, les clients nous font confiance. Puis, on a des résultats aussi. Donc, c'est sûr que les résultats, ben, ça attire d'autres clients, tout simplement. Puis, au niveau des médias, ben, ils savent qu'on a des clients qui ont de l'envergure, mais aussi qu'on a des startups qui valent la peine. Parce que c'est pour ça qu'il faut aussi choisir les clients en tant qu'agence de relations publiques, parce que faut que tu envoies l'information aux journalistes, puis de l'information qui est potentiellement intéressante pour eux. Donc, voilà, c'est une relation qui se crée sur le long terme. Puis même quand, par exemple, j'ai des nouveaux employés qui rentrent, tu sais, au début, ils sont comme « Ah, c'est plus difficile à ce qu'ils me répondent. » Puis au fur et à mesure qu'ils comprennent qu'ils travaillent dans une agence, chez Marielle Communication et tout, ben ils voient que c'est beaucoup plus fluide. Puis là, ah, tu sais, j'ai développé un lien avec tel journaliste. Puis lui, là, je sais que je vais y envoyer des nouvelles, peut-être avant les autres, parce que justement, on a une belle relation, puis il aime les comptes qu'on a chez Marielle Communication. Donc, voilà. Donc, la relation avec les médias est super importante. De leur amener des bons sujets, avoir de la crédibilité dans ce qu'on dit, de leur amener des bons porte-parole, puis aussi d'être efficace. Là, on travaille conjointement avec les médias. Donc, de leur donner un communiqué qui se tient, les visuels, etc. Donc, ça c'est vraiment important aussi de leur faciliter la vie. Les médias sont vraiment débordés. Les salles de nouvelles sont coupées. Donc, c'est important quand même de travailler vraiment en équipe avec eux. Puis c'est vrai que l'aspect, j'imagine, avec l'expérience, ben, le fait qu'ils vont ouvrir plus ces courriels, c'est parce que tu vas déjà avoir filtré, tu vas pas laisser passer nécessairement des choses par expérience que tu le sais qui fonctionnera peut-être pas nécessairement. Ça, des fois, il y a des guests, là, comme tu disais, mais c'est probablement pour ceux qui rouvrent plus aussi. Puis sinon, tu sais, moi, je me demandais à travers ce que tu parlais, parce que tantôt, tu parlais de boost de poste et tout ça, fait qu'on tu mêles quand même le numérique, mais est-ce que l'arrivée du numérique, j'imagine, ça a changé quand même beaucoup de choses, vu que ça fait comme 15 ans que tu es dans le domaine, j'imagine, ça l'a chamboulé positivement et négativement, peut-être? En fait, ça a changé toute l'industrie de la com, là, l'arrivée du numérique, pas juste les relations de presse, évidemment la publicité traditionnelle aussi. Oui, ça a changé des choses. Donc, la plupart des médias sont en ligne.
Ça a coupé les salles de nouvelles aussi quand même, là. Les médias traditionnels ont vu leurs effectifs vraiment couper depuis 2007, arrivée massive de Facebook dans nos vies. Là, c'est vraiment l'année où beaucoup de choses ont changé et les années suivantes, bien sûr. Donc, par exemple, en 2003-2004, quand je sortais de l'université puis j'ai commencé à faire des relations de presse, il y avait vraiment, vraiment plus de journalistes traditionnels. Aujourd'hui, ça a été changé. Aujourd'hui, ben, c'est plus des influenceurs, c'est plus des blogueurs. Il y a encore les médias traditionnels, mais c'est encore plus difficile de les avoir. Par contre, lorsque tu as une retombée dans la presse, ben, elle se retrouve souvent, exemple, dans la presse.ca, après, elle se retrouve sur le Facebook de la presse, même chose au Journal de Montréal ou dans d'autres médias. Là. Je prends ces grands exemples-là parce qu'on les connaît tous. Donc, on a multiplié les points de contact. Alors, c'est intéressant parce que ta retombée est vue par plus de gens. Elle est vue sur le web, elle est vue sur l'édition numérique le matin, elle est vue sur les médias sociaux, etc. Donc, ça c'est vraiment très, très intéressant. Donc, est-ce que ça a facilité notre vie? Je dirais pas ça. Ça a changé tout simplement notre pratique. Les relations de presse ont encore leur raison d'être, plus que jamais, je dirais. Mais c'est sûr que ça a changé les pratiques, ça a changé nos relations avec les médias aussi. Oui, ça a changé pas mal d'affaires. Ça, c'est sûr et certain. Mais on s'est adapté. Là, ça fait quand même un bon moment maintenant qu'on travaille là-dedans. C'est pas terminé. Tu sais, là, il y a TikTok qui, depuis un an, évidemment, c'est vraiment très populaire. Là, les clients disent oui, je veux des influenceurs de TikTok, tout ça. Puis on est comme OK, tu sais, il faut se mettre à jour. Il faut constamment se mettre à jour. Puis, tu sais, dans la dernière année, il y a quand même dans les deux, trois dernières années, je devrais plutôt dire, tu sais, il y a quand même Le Voir qui a fermé comme média culturel. Il y a Huffington Post qui a fermé au Québec. Tu sais, c'est non négligeable. Il y a des magazines comme Le Lundi, Le Dernier Heure qui ont fermé aussi. Il y a la chaîne Canal Argent, il y a quelques années qui a fermé, qui appartenait au groupe québécois. Donc, quand je vous dis que les médias traditionnels ferment ou réduisent leurs effectifs, c'est sûr que ça a un impact sur nous. Vous faites quoi côté TikTok jusqu'à présent? Pardon? Vous faites quoi côté TikTok jusqu'à présent pour vous garder à jour? Donc, les premières demandes de nos clients vont dans le sens de trouver des influenceurs TikTok, donc des gens qui ont une grande visibilité, un peu comme on fait avec les influenceurs sur Instagram, et des envoyer soit des événements ou encore de leur envoyer des produits là, desquels ils pourraient parler sur leur compte TikTok. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, on aborde ça un peu de la façon dont on l'aborde avec Instagram, donc campagne d'influenceurs. On est vraiment au premier balbutiement de ça. On est vraiment au premier balbutiement. Et moi, je consomme pas mal de TikTok. On en parle pas mal aussi dans le podcast, puis j'essaie de le pousser de plus en plus. Tu es tombé sur un sujet que je vais d'ailleurs faire je vais faire un événement bientôt. Moi, elle m'a mis au défi de faire ça. Je vais le faire sur TikTok pour en parler. Mais est-ce qu'avec quel influenceur vous avez approché jusqu'à date? Un petit peu n'importe où? Des influenceurs québécois. Nous, on œuvre surtout dans le marché québécois, montréalais, tout ça. Là, il faudrait que je sorte mes listes pour te donner des noms ou que j'aille voir. J'ai une spécialiste ici dans mon équipe pour tout ce qui s'appelle les influenceurs, mais on a pas mal de listes. Puis, on l'adapte à chacun de nos clients selon les besoins. Ouais. Très cool. Le niveau, mettons, petite entreprise, PME, tout ça, au niveau, tu sais, peut-être pas nécessairement nous, parce qu'on n'est pas un bon exemple, dans le sens que là, on parle beaucoup de consommation et de produits. Justement, tantôt, tu parlais d'une start-up que tu as donné un nom, mais c'est quoi, mettons, les bonnes pratiques pour commencer tranquillement quand on n'a pas nécessairement le budget pour investir mettons, pour des grosses campagnes, ce qui vaut la peine éventuellement, mais quelqu'un qui commence vraiment, là, ça serait quoi les bonnes pratiques, mettons? Sincèrement, les bonnes pratiques, là, ça serait de faire des bonnes publications en ligne sur les médias sociaux. Parce que les médias sociaux et les relations de presse, pour moi, ça se font ensemble. Hein? C'est très, très similaire. Fait que ça serait d'aller sur les médias sociaux, de booster tout ça, évidemment, de créer son public cible, géolocaliser, tout ça. C'est là que vous allez avoir le plus, je pense, de retour sur investissement. Parce que si tu n'as pas de budget ou tu fais vraiment à petite échelle les relations de presse ou qu'avec une petite liste de médias, tu n'auras pas d'impact. OK? Moi, à chaque fois, nous ici chez Marel, puis je présume que c'est comme ça dans nos agences, je dirais les autres agences de Montréal qui travaillent un peu sur les mêmes terrains que nous. Tu sais, on a des listes de 2000 noms de journalistes là, et on fait des mass mails à 2000 personnes pour avoir 30, 40 retombées. Donc, c'est vraiment toute une affaire. Fait que j'aurais une tendance
à dire de commencer avec des bonnes pratiques médias sociaux, de l'événementiel, mais encore là, l'événementiel, ça coûte cher parce que si tu reçois des influenceurs puis des médias, il faut que tu aies un beau lieu, il faut que tu aies un DJ, il faut que tu aies de la bouffe, il faut que tu aies de l'éclairage, de l'alcool, il en va de soi. Donc, un événement, c'est pas donné parce que, tu sais, c'est un public aussi, les influenceurs puis les médias qui sont habitués là, de se faire inviter dans tous les lieux branchés, que ce soit Montréal, Québec ou ailleurs au Québec. Là. Fait que là, si tu les invites dans une petite affaire, tu dis oui, excusez-moi, je suis une start-up. Ben non. Invite-les pas tout de suite, tu sais, accumule de l'argent. Puis d'ailleurs, il y a des très belles subventions pour les PME. Maintenant, ils peuvent aussi aller chercher des subventions pour le marketing, puis les relations de presse, souvent, là, peuvent s'inclure là-dedans. Fait que, tu sais, moi, j'irais plus dans cette optique-là. Donc, des beaux médias sociaux au début, puis après, on ira faire des relations de presse. Comme tu disais, s'assurer que toutes les bases soient solides pour le jour que le budget va être là. S'assurer que les gens nous trouvent facilement puis qu'ils aient envie d'acheter par la suite. Là. Exact, c'est ça. Donc, Marilyn, je vais te poser la dernière question qu'on pose à tous nos invités. Donc, comment gardes-tu ton équilibre digital? Je te laisse aller dans la direction que tu veux avec cette question-là. Hey, ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question. C'est drôle que tu me poses ça parce que quelques mois, le vendredi soir, j'ai commencé à me déconnecter. Moi, je suis très active sur Facebook et Instagram personnellement. Donc, puis aussi, on gère au moins 2 comptes ici chez Marel, Instagram et Facebook. On fait de la gestion de communauté. Donc, je recevais les notifications. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est quelqu'un dans mon équipe, mais quand même, je l'ai supervisé. Fait que je recevais encore les notifications. Alors, c'était très, très lourd, tu t'imagines. En plus d'être abonné aux alertes de la presse, du Devoir, de Radio-Canada et de TVA. OK? Moi, c'est un petit peu intense, mon affaire. Puis, dans les élections américaines, l'année passée, j'étais abonnée à CNN, aux alertes de CNN et du New York Times. Là, j'ai laissé CNN et New York Times parce que je ne suis pas dans ce marché-là, puis je ne fais pas de relations de presse là. J'ai gardé les médias québécois, mais ça peut être très, très intense. Hein? Puis, on sait que des alertes, il y en a beaucoup, notamment à cause de la COVID. Donc, ce que je fais, c'est que j'arrête mes alertes, je me déconnecte de Facebook et Instagram le week-end. Des fois, c'est très difficile. Hein? On est vraiment accro à ces affaires. On est vraiment accro. Des fois, je me déconnecte, puis ça dure 2 heures, il faut que je me reconnecte. Mais je te dirais aussi une façon très efficace que j'ai remarqué, c'est de ne pas publier. Quand toi-même, tu ne publies pas, tu vas moins voir, en fait, ne pas publier. C'est-à-dire pendant quelques... Tu sais, c'est correct que tu n'aies pas de story Instagram en continu. Hein? Pendant, là, exemple, ça fait 4 jours ce week-end, bon, j'étais occupée, tout ça... J'étais en formation professionnelle, donc ça n'avait pas lieu d'être. Je n'étais pas dans un resto branché ou un endroit qui mérite une story sur Instagram. Puis, tu sais, je suis moins allée naturellement vers mon Instagram parce que je n'avais pas de story. Bien sûr, les autres m'intéressent aussi. Puis donc, je suis allée voir un petit peu tout ça. Mais c'est moins addictif quand tu ne publies pas parce que quand tu publies, tu vas aller voir les réactions. Tes amis ont-tu réagi, les gens, etc. Donc, en ne publiant pas, ça aide beaucoup. Mais peut-être publier, mais de façon... un petit peu plus réfléchi. Hein? Je remarque qu'il y a des gens qui ont peu de followers, peu d'abonnés, exemple, sur Facebook. Il y en a 400-500 parce que c'est des gens qui veulent pas nécessairement publier souvent. Ils publient parfois une fois par mois, mais ils ont plusieurs j'aime sur leurs photos parce que la rareté crée évidemment la demande. Donc, tu sais, moi, les médias sociaux, tant pour mon organisation, bien sûr, que pour moi-même, c'est super important. Donc, je ne pourrais pas me débrancher puis lâcher Facebook puis lâcher Instagram. Ça, c'est sûr que c'est hors de question. Puis mon organisation non plus, Marel Communication. Sauf qu'on surtout, personnellement, je peux doser. Puis pour Marel, on publie assez régulièrement les nouvelles de nos clients, on relaie les articles qu'on a eus. Je pense qu'on est très raisonnable. On met en valeur, tu sais, c'est un outil promotionnel, les médias sociaux. Donc, on met en valeur nos bons coups, puis nos produits, puis notre service. C'est une bonne réponse. J'ai aimé l'angle que tu as pris. Je pense que c'est une des premières qui a pris cet angle-là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Le fait de justement de parler de la façon que pas de la façon que tu le consommes, mais les stories, le fait que quand tu es porté en enfer, que tu es porté à regarder plus, il y avait personne qui nous avait parlé de cet aspect-là, de dire comme je veux tout le temps aller checker, et non pas regarder ce que les autres font, mais regarder comment les autres réagissent face à ce que j'ai fait. C'est des 2 bords. C'est vraiment des 2 bords. Et je suis pas mal sûre que je suis pas toute seule. Non, sûrement pas. Ouais. Mais c'est fou, toutes les alertes, par contre, les alertes de 5-7 médias, t'es un petit peu FOMO.
Je suis un petit peu intense. Puis souvent, ils me disent les mêmes choses. On s'entend que Le Devoir, Radio-Canada, La Presse et TVA. Pas fou. J'ai Journal de Montréal aussi. Je pense que j'en ai 5. Oui, c'est ça. C'est un petit peu intense. Par contre, c'est intéressant parce que quand je suis au travail puis j'ai tellement de sujets, je couvre tellement de styles de sujets, ben, je suis très affût de l'actualité, là. Mais il faut aussi, Mais des fois, je me dis, ça n'a aucun sens. Je suis dans un meeting, je laisse mon cellulaire, puis on voit toutes les notifications rentrer. Ouais, ça peut être très intense. Sinon, Marilyn, c'est à quel endroit qu'on peut suivre Marielle Communication? Bien, évidemment, sur notre site web, www.mariellecommunication avec un S.com. On a également des médias sociaux. On est sur LinkedIn, Marielle Communication, sur Instagram et sur Facebook, bien sûr. Alors, voilà. Puis, vous pouvez nous joindre si vous voulez plus de renseignements sur les relations de presse. Bien, merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu avec nous aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Merci à vous. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.